Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Prakanda Senamuka. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite. Cliquez sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour rester informé de la sortie de chacune des vidéos de la chaîne et plus particulièrement des vidéos podcasts des entrevues avec une Twitch qui sortent chaque semaine tous les lundis et jeudis à 18h heure de Paris-Bruxelles et qui répondent à vos questions posées à la Prakanda Senamuka et à l'occasion desquelles nous nous retrouvons pour une heure environ avec notre ami Ilialana, la Major Ilialana de la section de liaison de la division terrestre de l'armée de la Prakanda Senamuka. Comment est-ce que ça va, Iliana, aujourd'hui? Eh bien, ça va tout bien, je vous remercie. Et vous-même? Eh bien oui, parfaitement, merci beaucoup. Alors, nous voici donc pour le deuxième rendez-vous de cette semaine, pour la 39e vidéo podcast. Alors là, on a pas mal de questions quand même de la part de... disons 4 personnes différentes, chacune posant 2 questions, avec des intitulés relativement longs, donc bon, on va voir ce que ça va donner. Vous êtes prête, Eliana? On peut y aller? Je suis toujours prête. Alors on peut y aller. Eh bien alors on se lance tout de suite. Première question d'un ou une anonyme. Bonjour, pourriez-vous s'il vous plaît développer au sujet de l'histoire de la conscience de la nature? Ah ben on voit encore une. S'agit-il des énergies du petit peuple, les élémentaires? Ça, une question comme vous les aimez, Eliana. Oui, je crains fort que ce soit le cas, effectivement. Sinon, c'est beaucoup trop vague, ça. Je ne vois pas de quoi il s'agit. Hein. Développer au sujet de l'histoire de la conscience de la nature. C'est impossible à traiter, je suis vraiment désolée. S'agit-il des énergies du petit peuple, les élémentaires? Alors, ce qu'on appelle le petit peuple, en fait, ce sont effectivement les consciences de la nature en général. Les consciences de la nature. Tout ce qu'on peut imaginer comme conscience de la nature, que ce soit qu'il soit spécifiquement inclus dans le contexte de la ligne évolutive des minéraux, végétaux, animaux, etc., ou alors que ce soit effectivement des élémentaires, des élémentaux, les élémentaires, c'est pas pareil, hein. Les élémentaires, les élémentaux. Les élémentaires sont des élémentaux ne sont pas forcément des élémentaires. Un élémentaire, c'est une conscience qui représente la conscience collective de l'élément, de l'un des 5 éléments. Alors que les élémentaux, sont constitués de différents éléments et représentent les consciences attachées à la nature, que ce soit les fées, les gnomes, les consciences sylvestres de la forêt, des montagnes, etc., que ce soit les trolls, que ce soit des consciences des profondeurs de surface, etc., plus ou moins denses. Il y a une foule absolument considérable de peuples qui vivent sur les plans subtils, à cheval entre le subtil et le physique. Parfois, un pied dans le physique, surtout pour les consciences qui sont les plus denses, donc les consciences de la Terre, comme les nains, les gnomes, etc., mais qui sont imperceptibles à l'œil humain dû à leur mental. Visser sur une fréquence déterminée par l'ennemi pour le couper de tout ce qui est conscience de la nature, effectivement. Alors, développer au sujet de l'histoire de la conscience de la nature, c'est bien sûr que ce n'est pas possible. La seule chose que je puisse dire, c'est que finalement, tout ce petit monde-là se retrouve être, quelque part, les sujets de la conscience qui leur offre leur cadre d'existence, à savoir la conscience de Gaïa, de la planète. Plus je peux pas dire. Il faut vraiment poser des questions précises, les amis, parce que là, je vois pas quoi répondre à ça. Hein. Développer au sujet de l'histoire de la conscience de la nature, c'est pas possible. C'est tellement immensément vaste, je saurais même pas par où commencer ou par où finir. Vraiment désolé pour ça, mais reposez votre question de manière vraiment précise, s'il vous plaît. C'est vrai que là, pour être vague, c'est vague. Hein. Il y aurait de quoi, comme vous le dites souvent, il y aurait de quoi en faire une conférence de 2 heures. C'est vrai qu'on ne saurait pas trop par où commencer, ni trop quoi dire finalement. C'est ça, moi je veux bien répondre à toutes les questions que vous voulez, mais il faut vraiment qu'elles soient claires et précises. Hein. Une réponse précise pour une question précise, parce que sinon, parlez-nous de ceci, de cela. Non, c'est trop vague ça. Le contexte de ces vidéos podcasts ne s'y prête pas en plus. Hein. C'est je vous pose une question, je vous réponds, et puis voilà, c'est un échange comme ça. C'est pas
un sujet vague. Parlez-nous des miroirs de poche, par exemple, ou des briquets à plumes. C'est pas évident, hein. Qu'est-ce que c'est qu'un briquet à plumes? J'en sais rien, je me suis laissé emporter, excuse-moi. Ça n'existe pas, les briquets à plumes. Non, enfin, voilà, quoi. Enfin, vous m'aurez comprise. Alors, je comprends l'intérêt pour les grands sujets, quelque part, les sujets passionnants, hein, mais faut vraiment être précis, hein. On a relativement peu de temps, on peut pas développer au hasard comme ça d'un sujet immensément vaste qui, à lui seul, mériterait une encyclopédie en 24 volumes. Non, on peut pas, désolé, hein, franchement. Alors bon, je passe à la deuxième question de cette personne, en espérant que ça aille mieux pour ça. Pouvons-nous communiquer avec les fées, gnomes, nains, elfes, nymphes? C'est quand même très axé nature. Et quelle est la manière la plus adéquate? J'ai fabriqué un petit hôtel chez moi avec fleurs séchées, des plumes et ce que je trouve dans la nature. Il y a également des petites figurines de fées, je les sentis ainsi, mais j'aimerais si possible plus de précision. Merci. Bon, et là on dit quoi, Elena? Eh bien là, on répond que les consciences de la nature, elles sont ce qu'elles sont, et que la communication avec l'humain n'est pas tellement de leur fort. Alors on leur a demandé, il y a quand même quelques années de ça, de faire l'effort de se montrer aux humains. C'est ce qu'ils ont fait majoritairement, hein. Il y en a beaucoup qui se sont montrés, il y a eu beaucoup de témoignages. Le problème, c'est que les êtres humains qui les perçoivent le mieux, ce sont, hormis les sensitifs, les médiums, qu'on prend pour des rigolos la plupart du temps, ce sont des enfants, qu'on prend pour des gens franchement pas sérieux, quoi. Ils racontent n'importe quoi, de toute façon tout le monde sait qu'un enfant est imaginatif et qu'il raconte n'importe quoi. Alors le problème, c'est que évidemment, ce que l'enfant rapporte n'est pas tellement crédible à la conscience de l'adulte. Mais quand les élémentaux essaient de se montrer à l'adulte, alors soit leur mental est trop rigide et décide d'écarter ce qui a été vu, hein. On disait qu'on n'avait rien vu, donc on efface. Le mental efface de sa mémoire. Ou alors, si vraiment la conscience s'impose, alors la personne s'enfuit en courant, en hurlant. C'est quand même... c'est quand même quelque chose, hein, cette histoire de mental fort. Non, là, je pense que la communication avec les élémentaux en général, elle est prévue, elle est au programme de ce qui va arriver, mais il va falloir attendre un peu que ce mental se soit assoupli et se dirige doucement mais sûrement vers une évolution de sa propre condition, dans le cadre de ce qu'on appelle le supramental, de manière à pouvoir obtenir un résultat un peu correct et qu'il y ait une possible interpénétration des deux mondes, hein. Que le physique puisse entrevoir le subtil et que le subtil puisse se manifester au physique un peu plus correctement. Alors là, bon, cet hôtel, il est tout mignon, hein, c'est vrai que c'est, pourquoi pas, hein. Faites-le comme vous le sentez, de toute façon, les consciences de la nature sentent votre attachement à ce qu'ils sont, à ce que tous ces gens qui figurent parmi les consciences de la nature sont en réalité. Vous pouvez difficilement les connaître mieux que ça pour l'instant. Il y a des techniques en magie psychique qui permettent de pouvoir les approcher, mais il y a des règles à suivre dans ce cas-là et on peut difficilement faire trop n'importe quoi. En général, on laisse les élémentaux se manifester à la conscience de l'humain et non pas le contraire. L'humain n'est pas censé avoir une démarche d'approche du petit peuple. Ils sont encore assez farouches. On comprend que forcément avec tout ce qu'on leur a fait subir au travers de la nature, c'est quand même délicat. Ça c'est vraiment quelque chose de très délicat, diplomatiquement délicat, je dirais. D'autant plus qu'il y a des règles à respecter que l'être humain ne connaît pas forcément bien, et ça pourrait être mal perçu par les consciences de la nature. Donc là, je pense que faire ce que vous faites, ben c'est bien à partir du moment où vous êtes bienveillant envers eux. La seule chose que je suggérerais qui figure sur votre hôtel, en plus, c'est un peu de lait, un peu de fruits frais ou des fruits secs en offrande, en cadeau. Et laissez-les une semaine, 10 jours.
ils viendront prendre l'énergie en rapport, enfin à leur niveau, c'est prendre le fruit et le manger. Hein. Donc physiquement, évidemment, ça ne bouge pas, mais ça perd complètement sa substance et ça sèche. Et quand vous voyez, quand vous sentez, enfin quand les fruits n'ont pas pourri mais ont séché par exemple, prenez une pomme témoin, vous verrez bien. Le lait non plus, hein, il disparaît pas forcément, quoique ça peut arriver, hein, c'est déjà arrivé aux grandes dames de certaines personnes qui sont prêtes à l'expérience. Mais maintenant, si vous sentez que s'il y a une déperdition d'énergie de la part de ce qui fait l'objet de vos offrandes, ou alors si vous ne pouvez pas sentir ça et vous voyez que la pomme a séché par exemple, allez dans la nature, versez ça au pied d'un arbre, dites-lui que ce n'est pas de la pollution, que ça a été une offrande à la nature et que les restes physiques lui sont offerts pour sa propre nourriture, hein, et que par esprit de gratitude, eh bien, vous le lui offrez aussi. Enfin voilà, vous faites les choses un peu à votre sauce. Les consciences de la nature qui seront au contact de vous par l'intermédiaire de ce geste de votre part, sauront de toute façon qui vous êtes et vous reconnaîtront comme étant un de leurs amis, un de leurs bienfaiteurs. Ne vous en faites pas. Bon, il est vrai qu'en fait de contact, il faut effectivement attendre encore un peu. Hein. C'est quand même... ce sera mieux après, hein, assurément. Oui, assurément. Mais une fois encore, si vous avez une question vraiment précise concernant les règnes de la nature, les consciences de la nature, etc., mais précise, quoi, n'hésitez pas à envoyer un formulaire, hein. N'hésitez pas, faites-le. Alors, cette personne ajoute un commentaire. Merci à tous deux pour votre présence chaque semaine et merci pour le travail d'Edwige. Ne nous abandonnez pas. Je vous transmets chaleur et amour. S'il vous plaît, transmettez aux consciences du peuple merveilleux et ou de la nature une belle lumière resplendissante. Pardon de la part de l'humanité, âge de fer pour le mal, l'ignorance et la cruauté dont nous avons pu faire preuve. Bonheur et paix pour tous. J'envoie de bonnes ondes lors de mon rituel runique dans toutes les directions. J'espère que tous arriveront un jour en cœur à sublimer notre monde, amour également au couple sacré. Merci. Eh bien, merci à vous, merci infiniment. C'est touchant. Ah oui, c'est extrêmement touchant, extrêmement. Et c'est d'autant plus dommage de ne pas pouvoir être capable de répondre à l'attente à son attente, quoi, finalement, par rapport à cette question qui est tellement vaste. Non, franchement, réécrivez-nous, envoyez-nous un nouveau formulaire et précisez votre question, on vous reconnaîtra de toute façon. On vous fera passer en priorité la prochaine fois, mais précisez vos questions, s'il vous plaît, s'il vous plaît. En tout cas, vous pouvez être certain ou certaine que votre message sera transmis au peuple de la nature via l'Edwige. Ça, je vous garantis que nous n'y manquerons pas. Nous sommes très au contact de tous et le message sera passé. Et je vous garantis que ce sera extrêmement réconfortant pour eux d'avoir un message de quelqu'un qui a à cœur leur existence et leur avenir. Ça leur fera infiniment plaisir, je vous le garantis. Bon, et bien voilà pour ça. Alors, nouvelle question d'un ou une nouvelle anonyme. Pourriez-vous nous en dire plus sur les sons de l'apocalypse? Bon, là, c'est précis quand même. Ces trompettes effrayantes que nous entendons depuis quelques années partout sur notre monde. D'où viennent-ils? Du ciel, de l'atmosphère, des entrailles de la terre? Est-ce Gaïa qui pleure ou se tord? C'est l'ennemi qui provoque cette musique glaçante? Merci. Non, ça, là, pour le coup, ça va. C'est facile. C'est vrai que là, ça a le mérite d'être précis, heureusement. Alors, bon, on avait déjà répondu à ça, hein. Il y avait il me semble qu'il y a des articles qui étaient parus sur le blog en réponse à ça. En fait, il s'agit tout simplement de tests sonores, liés au projet Bluebeam. Allahu Akbar, Allah hadir, Allah hadir, Allah hadir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semakin jelas, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah hadir, Allah hadir, Allah hadir, Allahu Akbar.
L'ennemi a donc monté ce projet Bluebeam histoire de faire apparaître des hologrammes grandeur nature un peu partout, soit dans le ciel, soit à domicile, grâce à des modules inclus dans tous les écrans plats de tous les écrans d'ordinateur, écrans de télévision, écrans de smartphone, écrans de tablette. C'est en fait pour ça que l'abandon du tube cathodique a été accéléré, pour que chacun ait accès, enfin chacun dispose chez lui d'un écran plat où était inclus, mais toujours inclus d'ailleurs, ce module qui ne fonctionnera jamais pour le coup. Il est en bas à droite de l'écran. Tous les écrans en disposent, et ce sont des retransmetteurs d'un système holographique. Ce faisant le relais des systèmes holographiques atmosphériques. Là, on a vu souvent en Chine, par exemple, les espèces de cités célestes apparaître dans les nuages. Les gens regardaient ça, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça, etc. En fait, c'était des tests d'images, des tests techniques et des tests psychologiques pour voir comment les gens accueillaient ça. Et des tests audio, des tests sonores qui ont été faits, grandeur nature également, sous forme de ces sons de trompettes, qu'on appelait les trompettes de la mort. Il y a plusieurs types de sons qui qui ont été émis de cette manière, et qui avaient toujours pour objectif le test et technique et psychologique. Alors, techniquement ça fonctionne, mais ce que nous avons fait pour empêcher l'ennemi d'avoir recours au Bluebeam et de jouer sur la synchronisation du son et des images. Alors, ils savent produire des images exactement ce qu'ils veulent, ils savent produire des sons absolument ce qu'ils veulent, n'importe quoi. Mais ils sont incapables, on a rendu ce système incapable de se synchroniser entre le son et l'image. Alors, ça fait un peu bête, hein, il y a une figure christique qui apparaît dans le ciel, et puis il se met à parler, et en fait il y a un décalage de 5 secondes entre le son et l'image, ça le filme pas du tout. Et grâce à ça, nous avons pu éviter que le projet Bluebeam voit jamais le jour. Donc ces sons de trompette sont simplement des tests audio relatifs à ce système. Donc ça vient de nulle part en fait, hein. Ce sont des fréquences. Ce ne sont pas des fréquences sonores, ce sont des fréquences d'énergie, mais dans la gamme de perception de l'oreille. C'est-à-dire que ça a l'air de venir de partout et nulle part. Il n'y a pas véritablement de source identifiable. C'est quelque chose qui est émis à partir de satellites, une chose comme ça. Ça fait partie des fréquences hyper basses, et du coup elles sont perceptibles à l'oreille, donc le son est là, et puis il vient enfin, ça a l'air de venir soit du ciel, soit de la terre, ou des deux. Enfin bref, c'est vrai que c'est très étrange, hein. Mais ce n'est que ça. Ça n'a jamais été que ça. Il n'y a jamais eu d'autres phénomènes de ce genre venant d'une autre source que de celle-là. Voilà, ça démystifie un peu le mystère en l'occurrence. C'est vrai qu'ils sont allés très loin, hein, avec ce projet Bluebeam, simuler une attaque extraterrestre, et puis ensuite une délivrance grâce à une espèce de messie, chaque tradition voyant le messie attendu dans sa tradition, lui dire qu'il faut se rallier au nouvel ordre mondial, voilà.
n'est pas passé loin quand même, hein. Ah ça non, il s'en est fallu d'un cheveu. On a travaillé des années là-dessus pour saboter ce système-là. Ils n'ont jamais su pourquoi ils n'arrivaient pas à synchroniser le son et l'image. Nous, on s'amusait comme des folles avec ça. Enfin, c'est pas nous qui agissions précisément sur cette technologie, mais enfin, on supervisait les opérations. Et c'était quand même assez drôle de les voir s'arracher les cheveux là-dessus. Mais c'est vrai que tout fonctionnait. En fait, ils étaient au point. Ils ne se sont jamais aperçus qu'ils se sont fait saboter leur système au niveau des fréquences. Bon, heureusement, hein, enfin maintenant il n'en est plus question, heureusement. C'est de l'histoire ainsi. Et effectivement, fort heureusement. Alors, deuxième question de la même personne. Pardon, consciente que la temporalité a changé et que nous sommes dans l'âge de diamant, mais ces temps que nous vivons, pouvons-nous l'associer au temps biblique de l'Apocalypse de Saint Jean, la marque de la bête, vaccin, puce, main ou front? Donc étions-nous à la fin des temps, jugement dernier, ténèbres pendant des jours entiers, et vous nous avez extirpés de cela? Point d'interrogation. Eh bien, on peut dire à peu près ça, effectivement. Il y a de l'idée, hein. C'est un peu différent de ce que de la vision de Jean à l'époque par rapport à cet apocalypse. En fait, il avait une vision des lignes de temps qui correspondait exactement à l'aboutissement de la direction que faisait prendre l'ennemi à l'humanité. Et en l'occurrence, les lignes de temps ont changé, donc l'avenir potentiel a changé. Là aussi, il y a eu... on peut dire que l'humanité a obliqué quelque part en termes de destin, puisque son avenir a été totalement réformé par rapport à ça, et l'humanité a été soustraite à la vision de Jean de l'époque par rapport à cet apocalypse. Ça aurait dû se passer comme ça, effectivement, c'était vraiment ce qui devait se produire. C'est pour ça qu'il a été nécessaire de modifier ces lignes de temps de manière à aller vers un autre avenir possible, parce que là c'était vraiment la catastrophe. On aurait difficilement pu vous extraire d'une situation pareille. Mais on peut dire effectivement qu'on est un petit peu dans cette veine-là. Les temps de l'Apocalypse, bon, il y a le site de l'Archimagistère relate un élément intéressant, un élément biblique. Dans justement le livre de l'Apocalypse, il est dit que il y a un énième sceau cassé par l'ange de l'Apocalypse et qui révèle que une étoile est tombée du ciel et a empoisonné les eaux, et les hommes et les animaux sont morts parce que l'eau était devenue amère, et le nom de cette étoile est Absinthe. Or, comme il est dit donc sur le site de l'Archimagistère en question, il est en fait étonnant que Absinthe en vieil ukrainien se dit Tchernobyl. Étonnant, hein, une étoile, bon ça a formé un corium quasiment, ou presque, c'est un réacteur qui s'emballe, qui ressemble un peu à quelque chose en fusion, hein, tout nucléaire, hein, forcément. Donc ça, c'est proche de l'étoile quelque part. Ça émet une fréquence, une fréquence lumineuse qui n'est pas perceptible par l'œil humain. Mais enfin, elle est là. Hein. On ne sait pas comment Jean a eu la vision de ça, mais lui ne pouvait pas interpréter ce qu'était une centrale nucléaire. Et il voyait une étoile briller et contaminer les eaux, le sol, etc. Et a vu les gens et les animaux mourir. Bon, les conséquences de ça aussi ont été modifiées par nos soins, enfin l'ensemble de nos forces, de manière à ne pas rester en os de diamant avec une terre contaminée pour des millénaires et des millénaires. Donc ça aussi, ça s'est résorbé. Mais oui, on est assurément dans les temps de l'Apocalypse. Et on peut faire un parallèle intéressant avec ça en disant que actuellement, je dis bien actuellement, à partir de maintenant, de ce jour-ci jusqu'aux jours qui viennent, nous sommes dans une logique équivalente à ce qu'on pourrait appeler le jugement dernier dans la matière, dans le plan physique. Donc, oui, assurément, les temps sont là. On n'est pas dans une histoire qui est tout à fait conforme, puisqu'on est quand même ailleurs, sur une autre ligne de destinée, mais le moment est là. Et l'histoire de la marque de la bête, effectivement, ça aurait dû donner quelque chose de beaucoup plus vaste. L'histoire du puissage et tout ça, c'était ça, effectivement, la marque de la bête, c'était effectivement ça.
puisqu'on ne pouvait plus rien ni acheter ni vendre sans la marque de la bête. Forcément, si vous n'avez pas de puce, vous n'avez pas validé l'opération, vous pouvez ni acheter ni vendre, quoi. Donc oui, c'est vraiment ça. Donc bon, les ténèbres pendant les jours, on ne sait pas, on n'y est pas encore. Il n'est pas impossible que ça se produise. Si jamais la Terre change de sens de rotation, elle doit s'arrêter à un moment donné et repartir. Bon, il fera nuit pendant 3-4 jours à un endroit. Bon, il fera forcément jour à l'opposé, aux antipodes. Donc ça ne concernera pas forcément tout le monde, ces 3 jours de nuit, mais enfin, lui, par rapport à la position qu'il occupait géographique, je veux dire, bon, il y avait ce caractéristique moment de nuit. Mais oui, effectivement, on peut dire qu'on est à cette époque-là, en l'occurrence. Il ne se passera pas les mêmes choses, pas les choses qui étaient attendues ou qui étaient annoncées par lui, mais cette époque est celle-là, et l'enjeu est le même. Effectivement. Il est vrai que c'est très en rapport, forcément. De toute façon, l'enjeu est le même que celui annoncé dans la Bible. Un nouveau ciel, une nouvelle terre, c'est quasiment ce qui est en train de se faire. Bon, effectivement, pas de la même manière que ce qui a été envisagé à l'époque, mais c'est ça. On peut dire qu'on est dedans. Alors, commentaire de la personne, vous êtes super. Ah, ça, c'est bien ça. N'arrêtez pas vos émissions, ça nous aide beaucoup. PS, désolé si nous posons quelquefois des questions similaires, mais entre le moment où nous posons une question qui n'avait pas encore été posée, un internaute la pose entre-temps, et quand notre question vous parvient, cela fait doublon. Oui, on avait compris que, effectivement. Bon, c'est pas grave, ça c'est vraiment pas un souci. Mais bon... Non, on n'arrêtera pas nos émissions, c'est promis, tant qu'il y aura de la ressource pour pouvoir le faire, tant que les gens poseraient des questions, et tant que Ilia, Lana et moi serons en vie, eh bien, à la vie, à la mort, nous assurons ces enregistrements de manière à pouvoir vous satisfaire, vous inquiétez pas. Mais effectivement, oui, à la vie, à la mort, ça. Oh non, on ne démord pas. Non, c'est très important. Mais vous avez raison, c'est très, très important. Et on a l'un et l'autre, on a chacun conscience de cette importance et on assure notre position et notre mission jusqu'au bout. Ne vous en faites pas. Allez, on passe à la question de Stéphane qui nous demande ceci. Dans votre dernier décompte de population sur Terre, vous avez mentionné la présence d'une partie de reptiliens et de démons, entre guillemets, pour les dénommer simplement. Travaille-t-il en collaboration contre l'être humain, et qu'adviendra-t-il de ces êtres une fois le basculement arrivé ? C'est intéressant ça. Eh bien, en fait, c'est tout simple. Oui, en l'occurrence, effectivement, ils ont toujours travaillé contre l'humanité. Ils se sont incarnés au sein de l'humanité. À l'origine, bon, ce sont des créatures qui ne sont pas forcément reptiliennes. Elles peuvent être n'importe quel ordre. De toute façon, spirituellement, une âme s'incarne dans une, je dirais, une race humaine particulière qui est au niveau de sa possibilité d'expression. Je dis bien âme, en tant que donc entité spirituelle, la possibilité d'expression. Si on a quelqu'un d'extraordinairement évolué, cette âme, sauf une rare exception, ne va pas s'incarner dans une race reptilienne, alors qu'on sait que elles ont une forte déficience au niveau émotionnel. Il n'y a que les âmes qui se fichent royalement de ce que peuvent ressentir les autres qui vont s'incarner dans des races comme ça. Je dirais que ce n'est pas les reptiliens qui sont gênants, c'est que certains groupes d'âmes soient suffisamment mauvaises pour créer dans la nature le besoin qu'il existe des races humanoïdes reptiliennes pour pouvoir les incarner et s'y exprimer. C'est ça le vrai problème finalement. Mais évidemment, tout ce qui est rallié à l'ennemi, qu'il soit reptilien, qu'il soit purement humain, il y a des gens qui sont comme vous et qui sont simplement mauvais, opportunistes, qui ont envie de gagner en pouvoir et en argent et puis voilà, ils se fichent royalement du prix à payer par les autres pour obtenir ça et qui vont se rallier pour pouvoir l'obtenir tout simplement. Il n'y a pas besoin d'être reptilien pour être un psychopathe. Ça marche très bien avec l'être humain aussi. Mais effectivement, de toute façon,
Ce qu'on appelle un démon, en fait, ce n'est pas forcément une âme qui est mauvaise. Une âme qui est mauvaise, qui a des traits typiques à ça, on dira que c'est une âme démoniaque, à la limite. Mais ce qu'on appelle un démon, en fait, c'est une âme, a priori, humaine. Je dis bien a priori, hein. Je simplifie un peu, mais enfin, c'est une âme qui a intégré une hiérarchie précise ayant à sa tête un aspect du mal cosmique qui est un aspect de l'anti-Dieu. Satan en est un, Lucifer en est un, Maya Kali en est un, Ariman en était un, lié à Satan en l'occurrence dans le passé. Pour les principes du mal, c'est à peu près tout sur Terre. Tous les autres sont des démons connus ou inconnus, donc des gens à la base qui ont intégré cette hiérarchie et qui essaient de gravir les échelons et qui ont certains pouvoirs de fascination, remplissent des missions pour leur état-major à eux et ayant de toute façon dans l'objectif de concourir à la perte de l'humanité pour pouvoir eux gagner un pouvoir. Voilà, finalement c'est assez simple. Mais il est vrai que c'est quelque chose qui était extrêmement courant. C'est ce que vous appelez ces démons là représentaient quasiment 3/4 de la population. Ils ont organisé une civilisation entre eux et tout ce qui était humain et qui passait par là était finalement exploité de manière à ce que ça puisse profiter à ce système qui leur profitait aussi. Enfin, le trois quarts de l'humanité, peut-être pas. Après, j'exagère un peu. Mais disons que plus de la moitié, oui, clairement. Ça oui. Alors, tout le monde n'avait pas une pole position. Mais aucune de ces personnes ralliées à une hiérarchie ou à une autre, ou la servant, éventuellement, même s'il n'avait pas une pole position au sein de la société, était quand même très favorisé au quotidien par cette société. Il se trouvait très à l'aise là-dedans. Voilà. Donc oui, effectivement, le travail contre l'humain, je dirais contre l'humain et contre la loi d'évolution en général, brimant tous les règnes, quels qu'ils soient. C'était la règle numéro 1. Ça, l'objectif était celui-là. À ce niveau-là, au-dessus, c'était avoir préséance sur la quasi-totalité du créé au détriment de l'absolu relégué à moins que rien pour finir. Voilà. Donc ces gens-là ensuite ne pourront de toute façon pas se maintenir. Alors il est un fait que on l'a dit, hein, on l'a clairement annoncé, ce n'est plus un secret. Il y a des milliers et des milliers de personnes qui de par le monde ont été arrêtées, donc mis aux arrêts et exécutées. Je dis le mot crûment parce que, en fait, je pourrais dire, il leur a été retiré leur droit divin de maintien au sein de l'incarnation. Ce qui est effectivement le cas. Ceci étant, ils ont été sommairement exécutés. Point final. Voilà. Parce que ils n'ont rien à faire ici, parce que ils sont contaminateurs, ils sont corrupteurs, contaminés et corrompus eux-mêmes. Ce sont des blastes cancéreux dans un organisme sain, donc ça doit être impérativement éliminé. Donc c'est ce qui a été fait tout simplement, ça a été nettoyé. Et quand ils arrivent de l'autre côté, ils sont immédiatement captés par leur tige tutélaire, ils sont emmenés en isolement quelque part. Et là, l'âme est mise face à ses responsabilités. Et pour les plus dangereux d'entre eux, les moins malléables d'entre eux, ils sont spirituellement dissous. Donc, il ne reste rien d'eux après. Ni physiquement, forcément, puisqu'ils sont morts, ni spirituellement. En fait, ils disparaissent, tout simplement. Voilà. C'est assez radical, mais c'est la condition absolument impérative et sine qua non au moindre avenir possible pour ce monde. Donc honnêtement, pour tous ceux qui restent et qui ont envie d'avoir un avenir, eh bien, nous n'hésitons pas. Voilà. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut bien faire le ménage. Hein. C'est pas parce que ça a forme humaine que c'est forcément digne de respect.
Je pense que le respect se gagne autrement que par la forme qu'on a, hein. Sinon, c'est de la discrimination pure et simple, de la contre-discrimination. Allez, deuxième question de Stéphane. Depuis longtemps, les soi-disant élites utilisent de très nombreux transgenres parmi les acteurs de cinéma, politiciens, etc. Est-ce que ce sont des humains dirigés vers la déviance ou d'autres êtres non humains? Comment cela se fait-il que la population ne s'en soit pas aperçue? Et que deviendront ces êtres après le basculement, évidemment? Alors. C'est amusant ce réflexe de toujours voir du non-humain là où ce n'est pas comme tout le monde aussi. Ce sont des humains, bien sûr, hein. Je dirais que, en fait, tout ce qui concerne cette histoire de transgenre et choses, il y a deux choses. Il y a des tentatives de manipulation génétique de la part de l'ennemi, des tentatives d'invertir le gène humain. D'ailleurs, ils l'ont saboté de manière absolument colossale. On a eu toutes les peines du monde à trouver des corps viables pour que les fiches matricielles puissent s'incarner. C'est d'ailleurs toujours encore un problème, donc il va falloir voir comment gérer ça a posteriori. Enfin bon, pour l'instant, il est vrai que le génome humain est complètement ravagé. C'est quasiment du handicap. C'est incroyable. Ça fait peur à voir, hein. Quand on voit vraiment ce que ça devrait être et quand on voit ce que c'est, je vous garantis que ça fait froid dans le dos. Enfin bon, les gens s'en aperçoivent pas, ils vivent comme ça, puis bon, tant mieux, c'est aussi bien. Mais c'est vrai qu'il y a eu des tentatives via certains agents chimiques intégrés à la nourriture, notamment dans les colorants alimentaires. Il y a eu des agents transformateurs du génome humain et les vaccins, évidemment. Alors ça a été la voie royale d'inoculation de toutes les immondices que l'ennemi avait sous la main pour essayer de transformer l'humain. Donc c'est vrai qu'il y a eu des manipulations de ce côté-là. Même comme je disais, hein, il y a certaines orientations sexuelles qui sont absolument et purement le résultat de ce genre de manipulation. On va pas rentrer dans le détail, c'est pas la peine. De toute façon, la chose est connue. C'est pas la peine de faire polémique non plus. Ça n'a pas d'importance. De toute façon, en tout état de cause, le genre humain est victime d'une mutilation de la part de l'ennemi. Ça tient, c'est microscopique évidemment le gène, hein, c'est tout petit, mais ça tient véritablement à la mutilation et aux conséquences de cette mutilation. C'est vraiment épouvantable. C'est vrai qu'on dit qu'il n'y a pas de victimes, mais quand on voit l'état du genre humain, on se dit, on peut difficilement se retenir d'avoir pitié. Hein, c'est pas le sentiment le plus constructif, hein, parce que faut pas s'arrêter à ça. Il faut se relever et puis y aller de l'avant. C'est ce vers quoi on pousse cette humanité. De toute façon, elle y arrivera, il n'y a aucun problème. Mais pour dire, c'est vraiment extrêmement puissant. Alors, donc comment est-ce que les gens ont fait pour ne pas s'en apercevoir? Mais les gens ne se sont jamais aperçus de rien, de toute façon, hein. Le discours ennemi était le discours officiel, c'était ce qui était sérieux, c'est ce qui était vrai, et ceux qui tout par hasard mettaient ça en doute, c'était des gens à la santé mentale suspecte. Non, il y avait pas moyen d'en sortir. Les gens étaient illusionnés à bloc, il y avait des vecteurs d'illusionnement, même au niveau électronique, au niveau radionique, au niveau des champs vibratoires, au niveau de l'altération, de la capacité de raisonnement, encore une fois via les vaccins et l'alimentation, qui ont été les deux voies royales d'inoculation d'agents extérieurs, et mutagènes quelque part, sans compter les tentatives souvent réussies de dissocier l'âme du corps. Enfin, je vous dis, quand je parle de mutilation, c'est encore gentil. Donc ça, il y a pas tellement autre chose à en dire que ça. C'est un sabotage absolument en règle auquel l'humanité a été soumise depuis vraiment longtemps et surtout depuis la réapparition des capacités technologiques et scientifiques. Hein. Les scientifiques ont une responsabilité gigantesque dans l'état de la planète parce qu'ils ont contribué à donner les moyens à l'ennemi de retrouver, dans l'Atlantide par exemple, des moyens permettant d'asservir violemment la nature humaine sans lui laisser aucune chance. Hein. Donc,
Mais ces gens, de toute façon, après le basculement, on se posera pas tellement la question finalement, parce que si ces gens ont été sabotés, ils l'ont été, ils peuvent l'avoir été en pleine connaissance de cause. Ils ont pu accepter de sacrifier quelque chose d'eux-mêmes, de leur équilibre, de leur intégrité, ou peu importe, contre argent et pouvoir et notoriété, encore une fois. Hein. Il y a des gens qui n'ont rien demandé à personne et qu'on a rendu comme ça, et il y en a d'autres qui ont fait avec. Donc tout dépend, là aussi, du positionnement de chacun. De toute façon, le nouveau paradigme en soi fera lui-même d'une certaine manière, fera le tri entre ce bon grain et cet ivraie. De toute façon, les gens qui sont sincères et qui ont été victimes de ça, bon, à la limite, s'ils ne peuvent pas se maintenir, eh bien, ils partiront, ils se mettront à jour, et ils reviendront, et tout ira très bien pour eux. Il y a pas de souci pour ça, hein, à la limite. C'est vrai qu'on ne voit pas la mort comme étant une épouvantable tragédie mélodramatique. C'est on s'en va puis on revient, voilà, c'est tout, hein. Donc, bon, je sais que l'être humain ne vit pas ça comme ça, forcément. Hein. Bon, après, ça aussi, c'était une question d'évolution de conscience et ce rapport à la mort sera grandement amélioré et bien mieux compris, forcément, et fortement relativisé. Mais bon, toujours est-il que, sans qu'on ait besoin d'établir un jugement ou pour prendre une décision, le climat vibratoire de cette planète sera fortement opposé à toutes les formes de déviance manifestées. Donc les gens qui intégreront dans leur structure incarnationnelle une telle déviance pourront très difficilement, voire ne pas du tout, se maintenir dans l'incarnation, tout simplement. Maintenant, ceux qui le pourront développeront une force intérieure absolument extraordinaire. Il faut pas oublier que la puissance de conservation, l'instinct de survie, comme on dit, de l'être humain est gigantesque. Donc, il y a des gens qui sont en très mauvaise posture, qui arriveront malgré tout à rester à flot, plus ou moins, quand même. Ce qui développera chez eux des capacités de résistance, de force intérieure extraordinaires. Et quand, bon, ils finiront par partir, parce qu'il faudra bien partir un jour, hein, comme tout le monde, quand ils reviendront, ce seront des gens d'exception. Donc, vous voyez, il y a là encore une fois tous les cas de figure, mais de toute façon, d'une manière ou d'une autre, les meilleurs espoirs sont à attendre de l'avenir très proche maintenant. Cet avenir qui est là et qui est infiniment prometteur pour tous. Donc, voilà, c'est un mauvais moment à passer. Hein. Là, on passe vraiment au tamis. Hein. L'humanité, elle est mise dans le tamis, on secoue, et il y a vraiment, il y a tous les moments qui restent. Hein. Il y a que la finesse qui passe. Mais même les grumeaux seront récupérés, ils seront affinés et remis plus tard. Donc, d'une manière ou d'une autre, ça se passera bien. C'est une question de temps. Mais ça devrait vraiment bien se passer. Par contre, tout ce qui s'est jamais opposé à la nature humaine, tout ce qui s'est opposé à son progrès, à ses capacités d'évolution, à ses capacités d'expansion et de pleine expression, tous ces gens-là seront détruits jusqu'à la racine, jusqu'à la plus lointaine radicelle les maintenant en vie. L'ennemi, eux qui manifestent l'ennemi, jamais ne réapparaîtront nulle part. Ils seront absolument détruits sur tous les plans. Oui, là c'est un peu concession zéro, hein, concernant ce camp-là. Plus qu'un peu, hein, je vous garantis, hein, plus qu'un peu. Alors là, sans compromission de notre part, vis-à-vis des compromis, oui, des gens qui se sont compromis. Bon, ce qui est récupérable sera récupéré, le reste sera jeté au feu, mais alors sans se retourner, sans même se poser la question. Ah, je vous aime bien finalement dans votre côté implacable, Iliana. Ah là là. Au-delà de ce qu'on apprécie ou pas, c'est absolument impératif. C'est absolument impératif, c'est fondamental. On n'y arrivera pas sinon, et c'est hors de question qu'on n'y arrive pas. Donc, si le prix à payer est de sacrifier tous les corrupteurs et les contaminateurs, franchement, tant mieux. Hein. Je pense que ceux qui veulent survivre en ce monde et développer le meilleur de tout un chacun, je pense que cela vous remercie du fond du cœur, parce qu'ils n'ont jamais eu droit à la parole. Hein. Mais exactement. Merci.
Bon, bien voilà pour les questions de Stéphane, j'espère qu'elles vous auront satisfaites tout de même. Alors, il ajoute un petit commentaire. Merci du fond du cœur pour ce que vous faites pour nous. Eh bien, il n'y a pas de quoi. Oh, bah moi je trouve qu'il y a de quoi, hein, parce qu'on s'en donne du mal, hein. Oh là là, vous n'imaginez pas, hein. Oui, enfin, c'est une façon de parler, hein, il n'y a pas de quoi. Bon, si vous voulez, mais n'empêche que l'esprit de gratitude est quand même quelque chose d'important. Enfin bon, merci Stéphane, merci beaucoup. Ah là là, sacré Eliane. Allez. Pourquoi sacré Eliane, hein? J'ai raison ou j'ai tort? Ben non, vous avez raison, vous savez bien. Hein. Enfin bref, c'est bon. Tout le monde a raison, voilà, dans cette histoire. Hein. C'est ça qui est bien chez nous. Hein. Allez, une question donc de la dernière intervenante, donc pour cette 39e vidéo podcast. C'est Florina, très joli nom, Florina. Qui nous demande donc ceci. Bonjour, à cause des radars puissants, le sonar des mammifères des profondeurs est perturbé, ce qui fait échouer sirènes et cachalots sur les plages. Les autorités s'empressent de se saisir des sirènes pour les cacher, étudier ou mutiler. Plusieurs personnes témoignent des scènes et captures du peuple de la mer. Est-il possible de les libérer et les cacher des hommes en attendant qu'on prenne contact avec eux dans le nouveau paradigme et j'espère œuvrer mains et nageoires ensemble dans l'âge de diamant. Pour le moment, les consciences humaines n'ont pas assez évolué, mais j'ai espoir que notre descendance sera digne de toute créature que l'Absolu a bénie. Voilà, alors, ça c'est une sacrée question aussi. Hein. Donc je suppose que ça concerne un peu, bon, oui, les sirènes. Alors est-ce qu'on peut soustraire les animaux marins et les sirènes de la convoitise humaine, ou de la bêtise humaine aussi, éventuellement. C'est un petit peu ce qu'on a fait, hein, que ce soit avec les bébés nagas, que ce soit avec les octopodes, que ce soit avec... effectivement, les peuples de la mer sont assez méchamment exposés en ce moment. Enfin, depuis un peu toujours, vraiment. Alors, bah, je vais quand même préciser que les sirènes existent bel et bien. Je sais que ça peut paraître fantasque pour certains. Elles sont extrêmement discrètes, elles sont extrêmement farouches. Alors les sirènes sont des créatures assez particulières parce que ce sont des élémentaux, mais elles intègrent en elles les 5 éléments, ce qui leur permet de leur donner une tangibilité parfaite sur le plan de la matière sans avoir besoin de naître comme un être humain. Ils sont assez rares les élémentaux ayant cette faculté, mais les sirènes en sont. Alors je précise aussi que effectivement, s'il y a certaines sirènes qui se sont échouées, c'est un peuple qui est, comme je disais, particulièrement farouche et il n'est pas forcément extrêmement bienveillant. Le Hiérodarque a tenté un rapprochement avec toutes les créatures existantes. Il y en a extrêmement peu qui aient répondu timidement, voire pas du tout à son appel. Et les sirènes en font partie. Alors, il a été demandé à ce que le peuple des sirènes puisse, enfin, se manifeste clairement et quant à leur position par rapport à l'âge de diamant, tout ça. Alors bon, elles s'en fichent royalement de l'âge de diamant, il n'y a que elles qui comptent pour elles. Elles sont extrêmement personnelles, elles ne veulent rien savoir de personne. Elles ont un caractère assez désagréable. C'est pas vraiment l'histoire de la petite sirène amoureuse du marin, tout ça, non, c'est pas du tout ça, hein. Faut vraiment se méfier d'elles. Elles ne sont pas forcément très sympathiques. Alors bon, c'est pas une raison pour les accabler ou pour comment dirais-je, les persécuter, évidemment, hein, bon. Il y a d'autres consciences qui sont comme ça, extrêmement recluses dans leur milieu. Bon, bah, voilà, c'est une étape de l'évolution du vivant en ce monde. Un vivant plus subtil que physique, mais quand même physique, parce on peut clairement les voir, hein, lorsqu'elles se manifestent, elles peuvent apparaître vraiment, mais vraiment, quoi. Elles peuvent perdre, alors elles ont effectivement une queue de poisson, bon, ça, je pense que c'est l'imaginaire qui a énormément joué pour leur donner cette apparence, du coup elles y sont soumises, mais elles peuvent prendre apparence humaine, sortir de l'eau, se mêler à la foule. Il y a quelques signes qui seraient susceptibles de trahir leur véritable nature à quelqu'un qui saurait
ce qu'il en est vraiment, mais les gens ignorants qui ignorent tout sur tout, et qui en plus ne connaissent rien à rien, c'est-à-dire le degré d'ignorance, ils feraient pas attention, elle pourrait passer parfaitement inaperçue au milieu d'eux. Mais quand même, c'est une question intéressante, parce qu'effectivement, c'est un peuple qui ne s'approche quasiment jamais de l'humain, sauf rare exception, mais elles ne sont franchement pas bien disposées à l'égard de l'homme, aussi peu que l'homme à l'égard des sirènes, quasiment. À certains égards, de manière différente, mais bon, voilà. Bon, ça évoluera peut-être avec le temps, je ne sais pas bien, mais bon, pour l'instant, c'est comme ça. Alors, on va dire qu'à ce niveau-là, les dégâts sont limités. De toute façon, tous les dégâts causés par l'humain prendront fin d'ici très peu de temps maintenant. C'est vraiment, je pense que c'est l'essentiel à en retenir. Ah ouais, les sirènes existent. Et elles chantent bien alors, elles peuvent captiver l'attention du masculin potentiellement. Alors là, franchement, j'avoue que je ne leur ai pas demandé. Je n'en sais rien. Bon, la légende le dit, peut-être, oui. Elles sont quelque chose de fascinant, hein. Mais bon, vaut mieux pas s'en approcher, hein. Franchement, si vous avez le choix, vous en envoyez une, les amis, sait-on jamais. Hein. Allez pas gratter trop loin. Enfin bon, moi ce que j'en dis. Hein. Ah, c'est étonnant tout de même. Hein. Allez, deuxième question de Florina. Sur des peintures de cavernes, il y a la preuve de cohabitation, voire lutte avec des harpons entre sirènes et hommes. Ah bon, c'est corollaire à la première question, et puis là, bon, ça donne effectivement l'élément de discorde entre hommes et sirènes. D'où viennent les sirènes? Sont-elles de la 4e dimension, comme les fées et autres monstres, ou issues de manipulations génétiques? Potentiellement atlantes. Bah, vous avez répondu à la question finalement. Bah oui, pour le coup, sans le savoir. Ce sont donc des élémentaux, hein. Des élémentaux de l'eau, évidemment. Et mais elles ont la particularité d'être constituées des 5 éléments de la nature: la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther, leur permettant une possible parfaite matérialisation sur le plan physique, exactement comme les nagas par exemple. Voilà. Alors, remarque de Florina, pourriez-vous transmettre au peuple des sirènes beaucoup d'amour de la part de l'espèce humaine? Nous ne sommes pas tous mauvais. Ça. Alors, honnêtement, je ne pense pas pouvoir. Éventuellement, on peut essayer, mais je crois qu'elles n'en ont vraiment rien à faire. Non, c'est assez décevant. Je le conçois, mais si on leur transmettait le message, je crois qu'elle nous enverrait au chou. Enfin bon, on peut toujours essayer. Hein. En tout cas, je promets que ce sera, quitte à le faire par intermédiaire, on tâchera de faire ça. Mais je vous dis, hein, elles sont vraiment rétives. Hein. Ce sont pas des gens sympathiques du tout. Oh, c'est comme ça. Ben oui, on leur pardonne. Elles font vivre l'imaginaire et puis bon, on les bénit pour ça. Hein. Ça, de toute façon, le recours à la bénédiction n'est jamais un mauvais choix. Ça, jamais. Eh bien voilà, ma chère Liana, nous sommes déjà parvenus au terme de cette 39e vidéo podcast. Hein. Vous répondez rapidement en ce moment. Hein. C'est étonnant, ça. Toutes les questions ne méritent pas forcément une réponse à ce point longue. Hein. Il n'y a pas forcément 20 minutes de réponse par question. Là, quand on peut répondre rapidement, eh bien je le fais, et puis voilà. Ça tient surtout à la nature de la question, finalement, plus qu'à moi. Bon, bah, vu qu'il reste un petit peu de temps, on va choisir une question supplémentaire, hein, on va combler, tant qu'à faire. Il y a tellement de demandes qui nous arrivent, autant ne pas perdre de temps et exploiter celui qui nous reste. Qu'est-ce que vous en pensez? On en fait une autre? Oh oui, je veux bien, hein. Je vous dis, hein, je suis là pour ça, alors autant y aller, finalement. Bon, bah, dans ce cas, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau en réserve? Eh bien, une question de Anton Zoltek. Bonjour, Anton. Alors, bonjour Anton. Anton nous demande donc ceci. Bonjour, je viens de lire que l'ancienne dénonciatrice de la FEMA, Céleste Solo, m'explique que le test Corona PCR consiste à implanter une micropuce. Est-ce que vous confirmez que c'est vrai? Et dans ce cas, que risquent les personnes pucées et que peuvent-elles faire contre ces risques? Toujours l'histoire du corona. Ah oui, forcément, hein, on est en plein dedans. Alors, oui, c'est vrai parfois. C'est-à-dire que certains tests en contiennent, mais pas tous.
Mais certains contiennent, c'est vrai. C'est vrai que on a rencontré ça. Alors, de toute façon, tout ce qui est puce, ça c'est une évolution de la puce RFID. Hein. Au moment de sortir, elle était déjà obsolète quelque part au niveau technologique chez eux, chez l'ennemi, je veux dire. Donc, ils ont trouvé d'autres moyens plus subtils d'obtenir le même résultat. Mais de toute façon, tout ce qui est système de puçage des êtres humains, toutes les puces implantées déjà de manière volontaire ou involontaire, comme ça peut être le cas avec le test spécial, effectivement, parce que là c'est carrément de la nanotechnologie, hein. C'est pas de la puce qui a la taille de grain de riz, c'est invisible à l'œil nu. Toutes les puces, quelles qu'elles soient, qui sont implantées dans les êtres humains, ont deux parties. La partie qui doivent normalement servir, bon ça c'est les puces officielles que dont tout le monde connaît l'origine puisqu'ils se la sont fait implanter eux-mêmes, et donc une partie qui est censée enregistrer le dossier médical de quelqu'un ou alors l'activité cardiaque d'un cardiaque éventuellement pour déclencher les secours en cas de problème. Enfin, c'est la partie jolie, affable, altruiste, la vitrine officielle, marketing de la chose. Et la puce contient un autre segment qui est, lui, très programmateur, qui a pour vocation, normalement, d'influer sur l'humeur et le comportement de l'individu. Ça, c'est ce qui se trouve exclusivement dans les puces nanotechnologiques qui se trouvent, entre autres, dans les tests PCR. Alors là, cette partie-là, que ce soit la demi-partie des puces officielles ou la partie intégrale des puces cachées, est systématiquement détruite par nos forces depuis des années maintenant. Ça reste, cette technologie reste lettre morte, et nous y avons placé des consciences particulières qui peuvent, grâce à ça, finalement, l'occasion était là, qui peuvent influer sur les conditions possibles d'évolution et d'ouverture d'esprit et de conscience de ceux qui les portent. Alors je veux pas dire que maintenant les gens qui sont pucés sont avantagés par rapport aux autres, je veux dire tout simplement que puisqu'il a fallu contrer cette action-là, on y a mis des consciences qui étaient capables de les contrer et qui, en plus, permettaient au besoin une possible action visant à éclaircir le champ de conscience, élargir le champ de conscience de ceux qui contenaient ces éléments-là. On préfère faire ça plutôt que les saboter parce que on ne connaît pas l'incidence que peut avoir un élément inerte, rendu inerte, mort, abandonné dans un corps comme ça, quelle charge fluidique il peut contenir, quelle capsule énergétique il est susceptible de pouvoir ouvrir à un moment donné, malgré sa stase, son inertie au niveau fonctionnel, en termes d'action technologique. On ne sait pas, on ne veut pas prendre des risques. Donc il vaut mieux avoir sur place une conscience sentinelle qui surveille l'avenir finalement de cet élément désactivé, de technologie désactivée, en prenant immédiatement le contre-pied pour permettre un champ de conscience plus vaste, pour aider les gens qui se sont fait pucer à finalement passer le pas et ne pas risquer d'être contrés par quelque chose qu'on n'aurait pas vu, qui se serait glissé à l'intérieur. Voilà. Eh bien voilà, renseignement pris, ça aurait pu être largement pire. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je pense que, eh bien, on va en rester là pour cette 39e. Je remercie à tous ceux qui nous écoutent bien de nous écouter. Une fois encore, je vous remercie Elia Lana pour votre indéfectible présence. Je vous serre dans mes bras, je vous fais un gros hug. Voilà. Ah, merci, c'est gentil. Merci beaucoup, merci. Merci à vous. Merci à tous ceux qui nous écoutent aussi. Et puis, gros bisous à tout le monde. Ah, c'est sympa les bisous finalement. Bah oui, c'est tout mignon. Hein. C'est pas si mal, hein, le monde des bisounours. Hein. Il suffit juste de rester
les pieds bien sur terre, et puis voilà, ça passe impeccable. Allez les amis, merci pour tout, merci à ceux qui nous envoient des questions, continuez surtout, c'est vrai qu'on en reçoit pas mal, mais bon, il y a des choses qui sont plus intéressantes que d'autres. Il y a une part de l'inconscient de l'humanité qui appelle à des réponses, et ceux qui nous envoient ces questions, eh bien, se font les vecteurs d'une possibilité de réponse, d'une possibilité d'instruction finalement, et de direction de la pensée, de l'émotion vers ce nouveau paradigme tant attendu. En tout cas, si ce que nous faisons, si ces entrevues, si cette vidéo podcast eh bien, vous plaisent, merci de les liker, de les partager. On n'a pas une audience de fou, mais vos témoignages nous indiquent que eh bien, ce que nous faisons est précieux pour vous. Donc ça peut être précieux pour d'autres éventuellement. Donc n'hésitez pas à liker et partager si vous le voulez bien. Comme d'habitude, les commentaires sont modérés mais ouverts. Laissez-nous-y un petit mot, ça nous fait toujours plaisir. Si vous avez des questions à poser ou à reposer, ou de nouvelles questions à poser à la Prakhanda Senamuka ou à Elie Alanin personnellement, ou si vous voulez vous lancer pour la première fois, eh bien, je vous donne rendez-vous à l'adresse habituelle amgt.link/questions-hautevich afin de nous les transmettre. Si vous avez des suggestions, des remarques, des témoignages ou des questions finalement à poser que vous ne souhaiteriez pas rendre publiques, vous pouvez interagir avec l'Edwige en vous rendant soit sur le forum de la Prakhanda Senamuka à l'adresse prakhanda.news ou sur le portail des contacts pour ouvrir un ticket à l'adresse prakhanda.email. Voilà, merci à tous, je vous souhaite une bonne fin de semaine, je vous donne rendez-vous à lundi prochain, Elie Alanin, je vous serre très fort sur mon cœur, je vous aime, je vous fais un gros bisou. Ouais, gros bisous. Et ben, portez-vous bien, et puis revenez-nous en pleine forme la semaine prochaine. Merci beaucoup, merci, je reviendrai sans faute et toujours en pleine forme la semaine prochaine. Au revoir à tous et à bientôt. Allez, salut les amis, prenez bien soin de vous. Allez, bye bye. Au revoir à tout le monde, bye bye.